Il faut passer d'une civilisation construite depuis la modernité autour des fonctions des qualités artificielles à une civilisation dont le but est d'assurer la qualité de vie des êtres. Voilà de quoi nous allons parler aujourd'hui. Dans l'actualité des idées, et si la qualité sauvait le monde, celui qui définit la philosophie comme une tentative de transformation de l'existence, comme un jeu complexe entre la vie et la théorie, le philosophe Pascal Chabot propose dans son traité des libres qualités qui paraît aux presses universitaires de France, une révolution qualitariste pour faire face aux grands enjeux du monde d'aujourd'hui. Alors comment habiter ce monde? C'est une question qui traversait déjà ces deux précédents essais, Global Burnout et Exister, résister, ce qui dépend de nous, chez le même éditeur. Bonjour Pascal Chabot. Bonjour. Vous êtes prêt? Tout à fait. Contrôler la qualité ou faire de la qualité. La qualité de l'air intérieur est un problème de santé aujourd'hui largement reconnu. Son métier, c'est responsable qualité. Résultat donc, en termes de qualité de vie, l'Ouest se distingue clairement du reste du territoire national. La mission de Stéphane, assurer la qualité permanente des produits, éviter les défauts de fabrication. Comment bien répondre à ces questions? Qualité, défaut? Plutôt que de contrôler la qualité, il vaut mieux faire le nécessaire pour faire de la qualité. Je suis animatrice qualité à l'usine des Eaux d'Évian. Je me rends compte que la qualité du sommeil garantit les performances. C'est la dernière innovation en matière de pâtes. Des pâtes sèches, qualité fraîche, que l'on retrouve aussi bien sous forme de tagliatelle que de penne ou de farfalle. Si je devais résumer mon métier qualité en une phrase, c'est donner les moyens simples, efficaces et opérationnels à l'ensemble des process industriels de fonctionner correctement. Faire de la qualité, c'est faire bon du premier coup. Elle est là, la qualité, elle est même partout autour de nous, Pascal Chabot. Pourquoi appeler aujourd'hui à une révolution qualitariste alors qu'elle est omniprésente, la qualité? On vit dans un monde de qualité, non? Elle est omniprésente mais peu définie. Et la litanie que l'on vient d'entendre appelle à ouvrir cette notion pour voir ce qu'elle recèle. C'est donc un mot pour la philosophie finalement, puisque on y met et parfois on y cache énormément d'enjeux, énormément de rapports de force, énormément de désirs. L'idée en l'occurrence, était d'aller voir un peu plus près ce que ce verbeau qui est parfois un peu commode, un peu facile, dont on use et abuse sans l'interroger, masque. Et il est à la fois né d'une histoire longue, une histoire philosophique assez longue, et il est devenu aujourd'hui quelque chose comme une injonction. S'il est partout, c'est qu'il remplace d'autres vocables qui étaient naguère très usités, peut-être le vocable du bien. Je pense que la qualité est devenue une nouvelle figure du bien, qui est une figure qui articule les sphères techniques, puisque quand on parle de qualité d'un produit, il y a énormément de technologies qui se cachent derrière, et puis les sphères de production et les sphères humaines également. Voilà, la qualité des voitures, des pots d'échappement, de l'alimentation, de l'air, des soins, d'un enseignement aussi, c'était déjà un mot pour l'industrie automobile, pour l'industrie agroalimentaire, pour Bison Futé, pour les hôpitaux ou encore pour les enseignants ou ceux qui dressent des classements de l'état de l'éducation dans nos différentes sociétés. Ça en dit long, la réappropriation de ce langage et son extension, l'extension du domaine de la lutte de la qualité. Vous, aujourd'hui, comme philosophe, vous allez donc le réinvestir, ce terme. Est-ce qu'il est déjà très présent dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la pensée, ce mot qualité? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de tentatives de définition philosophique de ce qu'est la qualité, Pascal Chabot? Il fait partie des notions difficiles à définir. Comme le temps, on sait ce qu'il s'agit jusqu'au moment où on doit le définir. La qualité, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, joue ce rôle d'être une propriété obscure ou confuse que l'on peine à définir. Le feu brûle parce qu'il a une qualité obscure qui est de brûler. C'est Descartes qui révolutionne l'usage de la notion, congédiant les qualités obscures ou confuses. Il fait le distinguo entre des qualités premières, mesurables,
après mathématisables, et des qualités secondes qui sont tout ce qui relève des sens et tout ce qui finalement donne la saveur du monde. Ce geste cartésien qui a été très critiqué, puisqu'on a dit qu'avec lui on perdait quelque chose comme le phénomène du monde, est aussi un geste qui a été inaugural pour la science moderne, parce qu'elle pouvait alors mesurer et mathématiser. Voilà, vous dites que le grand tournant à vos yeux, c'est Descartes et les modernes qui firent ce geste décisif de fendre en deux la qualité, qualité première, qualité seconde, avec des conséquences encore aujourd'hui. Avec des conséquences encore aujourd'hui, et des conséquences qu'il faut penser de façon nouvelle. Car si certes Descartes a congédié les qualités secondes, toutes les sciences et les techniques ont eu pour mission, finalement se sont données pour mission, de se réapproprier les qualités artificielles en créant un monde nouveau, un monde façonné par l'humain, un monde dans lequel les qualités sensibles, celles qui sont l'objet des sens, sont travaillées et produites sciemment par les sciences. Et on touche davantage de qualités artificielles que de qualités naturelles, si l'on peut dire. Ça veut dire que dans nos sociétés techniques, technologiques, dans nos sociétés où le progrès occupe une place centrale, la qualité a un autre sens aujourd'hui? Elle a un sens tout à fait différent. Elle a un sens tout à fait différent parce que elle est produite artificiellement, donc contrôlée, donc maîtrisable. Et c'est vrai que si la qualité est partout, on l'a dit tout à l'heure, c'est souvent une très bonne chose. C'est souvent une très bonne chose. Son contrôle est la conséquence de notre modernité, qui est une modernité de délégation. Nous n'allons pas nous-mêmes contrôler la qualité de tout ce que nous mangeons, de tout ce que nous voyons, ou des signaux que nous envoyons via nos GSM. Donc dans le monde technique, il y a quelque chose comme une portable, pardon. Dans le monde technique, il y a quelque chose comme une architecture contrôlée, extrêmement contrôlée, souvent peu vue, dans laquelle des règlements qui forment une nouvelle réglementation sont opérants. Oui, parce que vous êtes belge, Pascal Chabot. En tout cas, Exact. vous enseignez à Bruxelles. Tout à fait. Vous auriez été suisse, vous auriez parlé du Natel. Vous êtes en France. C'est très aimable de vous adapter à nos coutumes linguistiques ou langagières et parler du portable ou du téléphone. Elles ne sont pas si lointaines. Les qualités humaines, vous leur consacrez quand même un chapitre pour rappeler que c'est très relatif quand même, ce qu'on appelle comme tel. Hein. Vous évoquez ou citez Aristote, pour qui le courage était la première des qualités humaines. Bonaparte, la froideur, et Pierre Réverdy qui défend cette idée qu'on appelle défaut, ce qui chez les gens nous déplaît, et qualité, ce qui nous flatte. Le monde des qualités humaines est un jardin assez impressionnant, extrêmement libre évidemment, où chacun se constitue par rapport à certaines qualités qu'il cherche à avoir ou qu'il cherche à ne pas avoir, et dont la somme forme quelque chose qui parfois est un humain de qualité, sans bien savoir ce qu'il faut dire par là. Il y a un je ne sais quoi de la qualité, il y a un indéfinissable, il y a ce que Gracian appelait le no sé qué, et Jean Kelevitch par la suite, quelque chose qui tient du charme, quelque chose qui tient de l'indéfinissable, quelque chose qui tient de ce que l'on cherche sans bien savoir ce que l'on cherche. Là, on est dans le domaine des libres qualités, des qualités humaines, et Pascal, comme Robert Musil, comme Persic aussi, l'auteur du traité de l'entretien du zen et des motocyclettes, ont cherché à la définir sans jamais pouvoir la raisonner, car rien ne serait pire que de dire de manière toute univoque ce qu'est un homme ou une femme de qualité. Rien ne serait plus dangereux, mais il y a là quelque chose comme un horizon, un pôle attractif qui comme Persic l'a montré, peut aussi être un pôle qui devient névrotique. Rien n'est pire que de chercher la qualité pour la qualité. Mais l'expérience humaine aujourd'hui, expérience qui continue à être traversée par cette recherche de qualité, est pour ainsi dire liée, pour ainsi dire adjointée à une autre définition de la qualité qui est celle technologique. Et je pense que c'est pour cela qu'il faut repenser la notion aujourd'hui. Alors à défaut de pouvoir la raisonner, peut-être peut-on la mesurer, et ce faisant ou chemin faisant prendre la mesure des choses et de ce que vous espérez ou appelez
c'est-à-dire cette révolution qualitative. Tandis que vous faites, vous, appel à Pascal Chabot, à Pascal ou encore à Robert Musil. Lui cite Platon, le mathématicien philosophe Olivier Rey, auteur d'une question de taille ou encore de Quand le monde s'est fait nombre sur la mesure des choses. Platon distingue deux sections dans l'art de mesurer. D'une part, la mesure d'une grandeur par rapport à une autre, comme lorsqu'on arpente ou qu'on pèse, et puis de l'autre, la mesure en tant que juste mesure. Et ce que l'on voit, c'est que les sociétés modernes s'adonnent avec frénésie au premier type de mesure. On mesure absolument tout aujourd'hui. Il y a des capteurs partout, des indicateurs numériques de tout. Mais en même temps, la mesure en tant que juste mesure a été complètement oubliée. Et c'est ce qui a permis que dans beaucoup de domaines, les choses croissent au-delà du raisonnable, au-delà du bénéfique et du contrôlable, qu'on dépasse ce que Illich appelait les seuils de contre-productivité. Et Léopold Kohr, un penseur austro-américain malheureusement pas assez connu, a résumé cela dans une formule que je cite. « Il semble qu'il n'y ait qu'une seule cause derrière toutes les formes de misère sociale, la taille excessive. La taille excessive apparaît comme le seul et unique problème imprégnant toute la création. Partout où quelque chose ne va pas, quelque chose est trop gros. » Pascal Chabot, c'est la taille le problème ? C'est une des données contemporaines avant d'être un problème et c'est le réel d'aujourd'hui. C'est certain que le complément, qui n'est pas l'antonyme de la qualité, et la quantité, et souvent ce n'est pas la qualité des produits qui est en question, mais leur quantité. Leur quantité est un fait contemporain. Il y a chaque seconde plusieurs voitures qui sont produites et mises en circulation sur cette planète, des milliards de véhicules. Nous sommes dans une civilisation des grands nombres, des tout grands nombres. Mais à dire cela, on serait tenté de retourner dans l'ancienne antinomie entre qualité et quantité, et de dire que le monde de la qualité est le monde de l'agrément et du bien vivre, tandis que la qualité est juste une horreur, une démesure, et que c'est elle qui est responsable des problèmes contemporains. C'est à la fois vrai et pas vrai. D'abord, la quantité est un fait. La population, le nombre d'individus sur cette planète est un fait avant d'être un problème. Il faut être juste par rapport à cela, et le nombre des véhicules sur cette planète est évidemment d'un certain point de vue excessif, mais d'un autre point de vue, il est aussi le gage d'une démocratisation dans l'accès à la mobilité, et il a toute une série de conséquences positives. Donc, je me refuse personnellement à aller dans l'ancien pattern rhétorique qui associe la qualité à quelque chose comme une élégance charmante et réservée à quelques privilégiés, et la quantité qui serait dévalorisée. Il faut trouver de nouvelles manières de nouer qualité et quantité. Il faut trouver dans une civilisation où il y a énormément de personnes qui vivent à nourrir et à faire exister le plus librement. Il faut trouver des manières de produire qui soient de qualité, mais qui soient en accord. Comment on évalue des manières de produire qui soient de qualité? Est-ce que c'est au produit fini qu'on va pouvoir en juger? Si vous reprenez l'exemple de la voiture ou du téléphone portable, qu'est-ce qui vous semble important aujourd'hui? Ce qui me semble important aujourd'hui pour penser la qualité, c'est la pensée de façon systémique, de façon relationnelle. Car il y a, pour ainsi dire, deux qualités. Il y a une qualité restreinte qui aborde le produit et uniquement le produit, ses spécificités, sa durabilité, pour reprendre ces caractéristiques-là, mais il y en a des centaines. Et puis, il y a, à propos de ce produit, une interrogation à avoir sur ses chaînes de production, sur les matériaux qu'il utilise, sur la façon dont il suscite ou non l'exploitation de telles ressources épuisables ou de tels individus. Ceci pour dire que la qualité, comme notion relationnelle et systémique, est aussi une notion qui prend en compte tout un environnement, qui prend en compte de façon extrêmement élargie toute une chaîne de production. Et la prenant en compte, on peut mieux juger alors
de ce qu'on peut appeler la qualité d'un produit. Trop souvent, jusqu'à présent, on en est resté à une qualité restreinte. C'est exactement ce que l'on fait, par exemple, quand on parle de l'huile de palme, on ne juge pas uniquement le goût du produit, mais on réfléchit sur les impacts sur l'environnement de ces manières d'être produits. On peut prendre aussi un autre exemple pour bien comprendre de la manière dont cette qualité est évaluée aujourd'hui dans nos sociétés avec l'hôpital, et notamment la question de la qualité des soins. Comment évalue-t-on aujourd'hui ou perçoit-on un soin de bonne qualité? C'est au résultat qu'on va l'évaluer, alors que peut-être il faudrait le penser autrement. Ce n'est pas qu'au résultat, mais notamment, la première chose à dire, c'est que dans ce monde-là, il y a un grand nombre de paramètres qui est extrêmement objectivable. Ce qu'est la qualité d'un soin, ce qu'est la qualité d'une intervention chirurgicale, par exemple, pour prendre cet exemple-là, est défini, déterminé, surdéterminé même, extrêmement précis et rigoureusement contrôlé. Et heureusement, nous sommes contents et heureux que la qualité des soins soit si rigoureuse et normée. Et à côté de cela, c'est tout ce qui fait la spécificité de l'hôpital, il y a quelque chose comme une subjectivité de la qualité de vie avec telle maladie qui sera dépendante des vécus, qui sera dépendante des seuils de douleur pour le patient. Le monde de l'hôpital est un monde fascinant en cela que se noue en lui le rapport entre une société très technoscientifique et une société où l'humain vient avec sa revendication d'une qualité de vie. Donc la qualité de soins est d'une façon, d'un point de vue objectif, raisonnable et déterminable, mais d'un point de vue subjectif, elle l'est beaucoup moins. Elle est en tout cas extrêmement relative. Pascal Chabot, philosophe, est notre invité à l'occasion de la parution de son nouvel essai traité des libres qualités aux presses universitaires de France. Il est 13h12. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. Le grand problème de nos sociétés, à vos yeux, Pascal Chabot, justement, c'est qu'on ne se soucie plus de la qualité de vie. Là, on a passé un stade supplémentaire. Après qualité, on en est à la qualité de vie. Au travail, notamment, vous la définissez ou vous la désignez, cette qualité de vie, à travers 3 pôles, la réalisation de soi, la reconnaissance et le sens qu'on peut lui donner. La qualité de vie des uns prospère là où prospère celle des autres, selon l'adage. C'est vrai, selon vous, Pascal Chabot ? Il serait important et urgent que ça le devienne, cette notion de qualité de vie, si elle peut être centrale, s'il s'agit de la rendre centrale, c'est que c'est après tout ce qui nous importe et ce qui nous importe le plus. Le tout est de savoir la définir, et la subjectivité, la relativité inhérente à la notion fait que chacun s'empare de la qualité de vie comme il le veut. Ce que la notion signifie n'est pas la même chose pour vous ou pour moi. Et cependant, il y a dans nos sociétés, et je pense que c'était une des tâches des intellectuels également, une tentative pour construire, une tentative pour déterminer certains marqueurs importants de cette qualité de vie. Je pense à la dignité. On ne peut pas imaginer une vie qui soit de qualité et misérable, c'est-à-dire pour laquelle une importance en soi existe. Quelque chose comme la robustesse aussi peut être un des marqueurs d'une qualité de vie. La robustesse, c'est-à-dire le fait de ne pas ployer au moindre vent, le fait de ne pas tomber à la moindre difficulté, le fait de pouvoir se tenir debout. Le plaisir, évidemment, est un des marqueurs de la qualité de vie, car que serait une existence sans lui, et aussi quelque chose qui serait de l'ordre de la relationnalité, parce qu'on ne peut pas imaginer une qualité de vie pour une existence qui serait uniquement fermée sur elle-même, sans échange avec quelque chose qui serait en dehors. Voilà des tentatives, mais chacun s'en empare différemment. Ceci pour dire que avec ces définitions de la qualité de vie, on peut avoir
un souci, un soin, parce que la qualité est de l'ordre de la mentalité, elle est de l'ordre du désir de bien faire. On sait pour tout qui travaille en visant une qualité de son travail, il y a là quelque chose comme une éthique finalement, il y a là quelque chose comme un rapport à ce que l'on fait, dont on peut être soit fier, soit simplement content. Et la qualité de vie prospère là où prospèrent celles des autres. Bon, c'est une formule qui a un vague écho de Maxime des Lumières, de Maxime kantienne, mais cela veut dire qu'il y a dans cette mentalité quelque chose qui peut susciter une sorte d'émulation. Je pense qu'il y a dans le travail bien fait, notamment, quelque chose qui est dans beaucoup de sociétés, une sorte d'invariant culturel. On remarque assez facilement ce qui est bien fait, ce qui n'est pas frustrant, ce qui est juste. Et là, on retrouve quelque chose comme la justesse platonicienne qu'on évoquait dans la citation d'Olivier Rey tout à l'heure, qui n'est pas une justesse de l'ordre de la mesure, extrinsèque donc à l'essence de la chose, mais quelque chose qui soit une justesse première, c'est-à-dire, sans doute de façon platonicienne, une sorte d'adéquation entre l'idée et sa réalisation. Mais qui ne peut pas dépendre que du regard des autres, ou qui ne peut pas venir que du jugement des autres. Vous insistez ou rappelez notamment aussi les dérives de nos sociétés et celles du contrôle qualité. On vit sous le regard et sous le contrôle du jugement des autres, en fait. Hein. Évidemment, les dérives sont extrêmement nombreuses, tout aussi nombreuses que les tentatives juste de mettre ce terme à l'agenda. Les dérives sont celles d'une société qui se sert également du vocable de qualité pour instrumentaliser, pour exercer un pouvoir démesuré, pour finalement déterminer ou surdéterminer le travail, notamment du dehors, c'est-à-dire avec des paramètres et des critères qui sont définis en dehors du travail lui-même. La civilisation du contrôle qualité est une civilisation, on en a vu des exemples recherchés. Dès qu'il y a un problème dans la chaîne alimentaire, par exemple, on s'insurge et à raison. Les problèmes de qualité de l'eau, par exemple, sont des problèmes de société. Et cependant, ces contrôles de la qualité, lorsque petit à petit ils essaiment vers la sphère de l'humain, lorsqu'ils se font impérieux, lorsqu'ils cherchent à contrôler trop le monde du travail, trop, c'est-à-dire irrespectueusement par rapport à ceux qui travaillent eux-mêmes, peuvent devenir liberticides. On est là sur quelque chose qui est une frontière extrêmement poreuse. Pour moi, c'est la frontière entre les qualités contrôlées et les libres qualités, qui n'est pas une frontière stricte. Notre monde est extrêmement perplexe. Notre monde est, je trouve, très difficile à penser. Notre monde est un monde qui se refuse à tout manichéisme, et il est impossible de venir dire les libres qualités sont le domaine à valoriser, tandis que les qualités contrôlées sont celles qu'il faut vilipender. Pas du tout. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver les zones de chevauchement et surtout les zones d'instrumentalisation injuste de la qualité. Alors, le commerce du merdique a engendré bien des fortunes, écrivez-vous Pascal Chabot. Une définition radicale du médiocre par le non moins radical Alain Deneau, philosophe québécois, auteur de La médiocratie, pourra-t-elle peut-être nous éclairer? On l'écoute. Il est très exigeant d'être médiocre. Souvent, quand on entend le terme médiocre, on entend le fait d'être incompétent ou impotent ou paresseux ou je ne sais trop. Alors qu'être médiocre, c'est être en phase avec les exigences du pouvoir présenté comme étant raisonnable, pondéré, normal, comme étant inscrite dans les mœurs ou dans les pratiques les plus usuelles. Et donc, être médiocre, c'est savoir respecter les cadences, faire preuve d'intelligence sociale, dire bonjour à la bonne personne au bon moment, se montrer obséquieux face aux puissants, remplir un formulaire sans rechigner, ainsi de suite, être ponctuel. Mais c'est surtout pas faire plus. Hein, c'est surtout pas remettre en cause le manuel pédagogique, c'est surtout pas remettre en cause la valeur morale d'une procédure quand il s'agit de vendre des biens à des clients potentiels qui n'en ont absolument pas besoin, ainsi de suite. Il s'agit en fait, être médiocre, c'est abdiquer son pouvoir de penser et c'est mettre de côté ses principes pour satisfaire des puissances à laquelle, en quelque sorte, on loue ses dispositions intellectuelles et morales.
Voilà, il est très exigeant d'être médiocre, dit Alain Deneau, Pascal Chabot. Oui, finalement, la figure du médiocre qu'on définit ici est la figure du bon petit soldat du système, c'est-à-dire de l'humain réduit à son adaptation, de l'humain réduit à sa fonction et à sa manière de fonctionner dans un système sans l'interroger. La figure du merdique, et pardon du mot, que j'essaye de définir est une figure peut-être plus radicale parce que c'est celle qui désigne le produit qui n'est pas fiable, le tournevis que l'on emprunte et dont la pointe, par exemple, trop fragile ou friable, se tord à la première manipulation, ou les chaussures à usage unique, ou les patins de frein de vélo friables, et dans d'autres domaines beaucoup plus tragiques, évidemment, les implants mammaires perçables, ou une série de produits alimentaires toxiques. Notre civilisation est une civilisation qui peut également produire, et qui le produit parfois en quantité astronomique et faramineuse, des objets ou des produits nocifs pour la santé, extrêmement nocifs pour l'environnement, qui sont des aberrations tout à la fois environnementales et économiques. Il y a là une sorte de disqualité, comme on peut le dire de façon plus courtoise, comme une sorte de merdique, qui est véritablement un problème de nos chaînes de production, parce que ce problème pousse à penser des produits dont la seule qualité est finalement de générer des profits insensés, alors qu'ils n'ont pas d'autres qualités. Il s'agit là d'une lutte, me semble-t-il, contre un type et une gamme importante d'objets qui sont des scandales. On résume alors, on essaye de comprendre avec vous, Pascal Chabot, cette éthique des qualités que vous proposez dans cet essai. En 3 points, à quoi pourrait-elle ressembler ? Elle est d'abord une éthique du contemporain, c'est-à-dire qu'elle est une éthique qui pense par-delà les frontières typiques du XXe siècle entre la technologie et l'écologie, entre la technologie et l'humanisme. Je pense que nous sommes dans un monde où ces sphères-là sont des sphères extrêmement liées. Donc, elle est une éthique qui est aussi post-manichéenne, qui ne pense pas que il y a un mot ou un signifiant qui pourrait nous libérer de tous les problèmes, et la qualité est finalement une philosophie qui doit, pour ainsi dire, à un certain moment s'auto-limiter. Je pense que c'est un terme qui personnellement m'a aidé à y voir un peu plus clair dans le contemporain, mais le pire de tout serait de faire de ce mot une sorte de nouveau Graal, et parfois il a pris la majuscule dans toute une série de traités les années 70 par exemple. Et puis je pense également que c'est une éthique qui est une éthique qui est appropriable par chacun, avec quelque chose comme un souci de bien faire, ou en tout cas un souci de faire attention à ce qui dépend de nous, dans notre rapport aux choses, mais également dans notre mentalité. Le concept est éminemment relationnel. Ce n'est pas la chose elle-même qui est purement et simplement de qualité. Ce n'est pas notre regard qui peut l'être. C'est dans notre rapport au monde, dans notre relation à lui, que quelque chose comme des instants de qualité, des moments de qualité peuvent être créés. Oui, comme ne pas travailler, évoluer qu'à son propre profit, mais en cherchant aussi à travailler au bénéfice des autres. C'est notamment une idée développée par l'anthropologue britannique David Graeber. La plupart des gens savent déjà si leur travail a un effet sur les autres. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui y réfléchissent, mais bon, c'est pas simplement la rationalité. Si vous êtes enseignant, vous ne pouvez pas dire rationnellement à quel point vous avez enseigné quelqu'un. Mais vous savez, quand vous changez la vie de quelqu'un, et si vous ne le savez pas, eux vont vous le dire. Je rencontre des gens, des années plus tard, que j'avais oublié avoir dites,
et qui avaient changé leur vie. Donc, travailler au bénéfice des autres, ça fonctionne par des canaux qui ne peuvent jamais être capturés par un algorithme, qui ne peuvent pas être transcrits par une formule mathématique. Et un des problèmes, c'est que les gens pensent que ça devrait pouvoir être transcrit en formule. Et c'est un désir absolument délirant de transformer les désirs en quantité. Et pour qu'on puisse dire après passage par ordinateur, « Ah, vous êtes un enseignant meilleur que celui-là ». Voilà, dans cette société de la notation généralisée, la qualité d'une vie, la qualité d'un métier, vous l'articulez aussi, ou la définissez dans cette articulation entre liberté, égalité, qualité. Il y a aussi dans cette proportion, cet équilibre entre l'individuel et le collectif, une ébauche de définition qui commence à s'installer. Tout à fait. Je pense que l'exemple de l'enseignement est un exemple sur lequel il faut méditer pour comprendre nouvellement ce dont il s'agit quand on parle de qualité. Freud disait qu'avec la modernité, 3 métiers étaient devenus impossibles. Soigner, enseigner et gouverner, qui sont 3 métiers de l'humain, qui sont 3 métiers finalement rétifs aux chiffres et rétifs à la mesure, quoique la mesure, il joue tout de même un rôle extrêmement important. Rétifs aux chiffres et rétifs à la mesure, cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce sont des métiers et des univers dans lesquels un imaginaire du progrès existe, qui n'est pas celui dominant ou triomphant dans nos sociétés. Dans nos sociétés, l'imaginaire triomphant est l'imaginaire du progrès utile, celui dans lequel il y a un fonctionnalisme sous-jacent, dans lequel on essaye de faire les choses de manière cumulative, de manière objective. Ce progrès utile qui crée, pour ainsi dire, la charpente matérielle de nos sociétés est aujourd'hui le seul imaginaire du progrès. Je crois que l'exemple des enseignants, l'exemple des médecins, des infirmières, du monde du soin, donc, et aussi l'exemple des personnes qui ont à prendre des responsabilités, nous enseignent sur le fait qu'il existe un autre imaginaire du progrès, un imaginaire dans lequel on est hors de la mesure et pourtant où on a un sens de ce qui doit être fait, de ce qui est juste, de ce qui est un travail bien fait. L'enseignant, c'est clair, en dehors de toute mesure, c'est quand un message est passé et c'est aussi quand son cours a été mauvais. Imaginaire, pardon, Pascal Chabot, qu'il nous faudra aussi mobiliser pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça a l'air d'être un domaine sur lequel vous dites qu'il faudra aussi rapidement envisager un tournant qualitatif à 180 voire à 360 degrés. Pourquoi cette bataille-là aussi a besoin d'une révolution qualitariste? Je pense que la notion de qualité est une des notions centrales de tous les écologismes, de tous les environnementalismes, que ce soit les qualités de notre rapport à la terre ou les qualités intrinsèques finalement de celle-ci. C'est toujours ce qu'il cherche à penser, ce qui veut dire que la notion est vraiment une notion grâce à laquelle on peut tisser de nombreux liens dans le contemporain. Qualité de la terre donc qui sont en question pour l'écologie, mais pas seulement, parce que si l'écologie a gagné les combats de la sensibilisation à notre lien avec la nature, si l'écologie a aussi gagné le combat important de quelque chose comme un respect de cette nature, l'écologie doit penser aujourd'hui un environnementalisme pour les villes, pour le dire ainsi. Il n'y a pas seulement que les qualités de la terre ou les qualités de la nature qui sont dominantes, il y a aussi celles de nos vies dans les villes, souvent. Merci beaucoup à vous, Pascal Chabot. Traité des libres qualités, votre nouvel essai philosophique vient de paraître aux presses universitaires de France.